On continue avec les méthodes de résolution exacte. Deuxième méthode, programmation dynamique. C'est Bellman dans les années 50 qui a mis au point cette technique et lui a donné ce nom-là, qui est un petit peu décalé par rapport au contenu de la méthode. En fait, à l'époque, le terme programmation et le terme dynamique n'avaient pas encore eu leur signification en informatique comme on le sait maintenant. Donc voici ce qu'a remarqué Bellman, et donc il a mis dans son critère le critère de Bellman. Il a remarqué que dans les problèmes d'optimisation combinatoire, au moins dans une grande partie, une solution optimale d'un problème de taille n peut s'exprimer en fonction de la solution optimale de problèmes de taille inférieure à n. Donc dans cette définition-là, en fait, on peut donc s'inspirer de la récursivité. Si je prends l'exemple de n factoriel, si on veut calculer n factoriel de manière récursive, ça sera n fois n-1 factoriel. Donc là, en voulant calculer 100 factoriel, on va remarquer qu'on va calculer 99 factoriel, 98 factoriel. Donc on peut les considérer comme des solutions optimales de problèmes de taille inférieure. Prenons un autre exemple de l'optimisation, le problème du plus court chemin. Donc là, étant donné un graphe, le plus court chemin de x5, de x1 vers x5, le voilà. Donc il passe par x2, x3, x4. La longueur, c'est 1 plus 3, 4, plus 1, 5 et 2, 7. Donc il y a d'autres chemins qui sont plus longs, 8, 8, etc. Donc voici le plus court chemin de longueur 7 entre x1 et x5. On remarque que dans ce chemin optimal, nous avons des sous-chemins optimaux. C'est-à-dire, si je vous dis donc quelle est la meilleure distance entre x1 et x3, vous allez trouver 4. C'est impossible de trouver un autre chemin mieux que 4. Pareil, entre x1 et x4, le plus court chemin, c'est 4 plus 1, 5. Il n'y a pas un autre chemin optimum. En fait, on peut démontrer ceci rapidement. S'il existait un autre chemin meilleur entre x1 et x4, autre que donc la distance 4, 5, si un tel chemin existait, ben, ça veut dire que le chemin entre x1 et x5 n'est pas optimal, parce qu'il suffit juste d'aller vers ce chemin-là, ensuite passer par 2, et on obtiendrait donc un meilleur chemin autre que celui qu'on a trouvé. Donc le critère de Bellman ici est vérifié, le plus court chemin de x1 vers x5 contient des sous-chemins optimaux. Par contre, si on prend un autre problème, un contre-exemple cette fois-ci, le problème du plus long chemin, sans cycle. Donc le plus long chemin entre x1 et x5, le voici, 6 et 9, 15 et 1, 16. Ça c'est le plus long chemin. Bien sûr, on ne fait pas de cycle, hein, sinon on va aller vers l'infini. Donc là, on peut remarquer que ce chemin optimal, donc qui est le plus long chemin entre x1 et x5, ne contient pas de sous-chemins optimaux. Par exemple, la plus longue distance entre x1 et x4, ce n'est pas 6, mais c'est 8. Et on ne peut pas utiliser ce long chemin pour trouver un autre plus long chemin entre x1 et x5 parce qu'on passerait par un circuit pour un cycle. Donc là, on remarque bien que cette solution optimale ne contient pas à l'intérieur d'elle des sous-solutions optimales. Donc je le répète, le plus long chemin entre x1 et x4, ce n'est pas 6, mais comme vous le remarquez, c'est 8. On dit que le critère de Bellman n'est pas vérifié. Donc voici le point de départ de cette méthode-là, c'est tout simplement la récursivité. Chaque problème d'optimisation combinatoire, on peut le définir de manière récursive, et si c'est possible, on peut donc appliquer cette méthode-là, appelée peut-être bizarrement la programmation dynamique. Alors maintenant, les deux principes de la programmation dynamique, je les résume en 2 points. Le premier, donc, je viens de le répéter, exprimer le problème de manière récursive. Donc ça, il faut le faire avant de démarrer l'algorithme. Et une fois le problème défini de manière récursive, la programmation devient plus simple. Rappelez-vous, programmer n factoriel, c'est beaucoup plus simple en récursivité que d'utiliser une boucle. Le deuxième point très important, c'est qu'il faut mémoriser les sous-problèmes déjà traités. Donc lorsqu'on résout un problème, nous passons par des résultats intermédiaires. Alors ici, il faut les mémoriser. Peut-être pour n factoriel, on n'a pas besoin de mémoriser les résultats intermédiaires parce qu'on les utilise pour continuer. 97, si je veux calculer 100 factoriel, je passe par différentes valeurs et à chaque fois, je l'utilise pour avancer. 98 factoriel, ensuite je multiplie par 99 et j'obtiens 99 factoriel jusqu'à arriver à 100 factoriel.
Mais si on prend dans l'optimisation combinatoire, cette mémorisation devient obligatoire. Et on va donc le voir à travers un exemple que vous connaissez en principe, la suite de Fibonacci. Si vous programmez la suite de Fibonacci de manière récursive, vous obtenez ceci. Donc si n est égal à 0, on retourne 0. Si n est égal à 1, on retourne 1. Sinon, on retourne donc fib de n-1 plus fib de n-2. Et si on programme en itératif, nous avons ce petit algorithme ou ce petit programme. Donc là, les deux programmes sont justes. Donc si vous leur donnez une valeur de n, il va vous calculer correctement la suite de Fibonacci. Par contre, ce qui arrive lorsqu'on utilise la récursivité, c'est un phénomène un petit peu exceptionnel, c'est le temps. Lorsqu'on exécute à partir de 40, 45, 50, le temps d'exécution devient de plus en plus long. Jusqu'à arriver à 60, on dépasse plusieurs heures. Avec 100 ou 200, l'ordinateur ne veut même pas s'arrêter. Ça prend peut-être des siècles. Alors que lorsqu'on exécute l'itératif, la réponse elle est instantanée. Le temps, on dit qu'il est polynomial. Même si vous prenez 100, 1000, 2000, la réponse elle est instantanée, c'est des millisecondes. Donc qu'est-ce qui se passe lorsqu'on utilise la récursivité? Et si ce phénomène apparaît pour un tout petit problème qui est la suite de Fibonacci, qu'est-ce qui va arriver lorsqu'on va passer à l'optimisation combinatoire? Donc là, ce qui arrive, c'est en voulant calculer fib de n-1, le compilateur ne s'aperçoit pas qu'il a déjà calculé fib de n-2. Donc il va faire le calcul de fib de n-2 plusieurs fois. Un petit exemple, si on veut calculer fib de 5, c'est fib de 4 plus fib de 3. Donc le compilateur utilise une pile, il va d'abord exécuter ça, et lorsqu'il termine le calcul de fib de 4, il va passer au calcul de fib de 3. Mais en voulant calculer fib de 4, pardon, il va passer par fib de 3. Donc il va passer tout un temps pour calculer fib de 3, et une fois il termine ce calcul-là, il va revenir et refaire le même travail ici. Et ça se passe à chaque niveau, même pour fib de 2 qui a été calculé ici, et on aurait pu donc le stocker, l'utiliser ici et ici. Donc cette répétition de travail conduit malheureusement à un temps exponentiel. C'est à peu près 2 à la puissance n, comme vous pouvez peut-être le remarquer dans cette arborescence. Donc si ce phénomène apparaît juste dans une petite suite de Fibonacci, imaginez qu'est-ce qui se passe dans l'optimisation combinatoire, où tous les problèmes, on peut les imaginer de manière arborescente. Rappelez-vous le knapsack, je prends un objet, je ne prends pas l'objet, le TSP, je vais à une ville, ou bien l'autre, ou bien la deuxième, la troisième, etc. Donc ça devient très important dans l'optimisation combinatoire de mémoriser les résultats intermédiaires. Voilà, maintenant on connaît le principe. Là aussi, cette technique-là est une métaméthode, c'est-à-dire si vous voulez l'appliquer à un problème d'optimisation combinatoire, il faut faire un travail d'adaptation. Et ici, le plus important, c'est le premier point, c'est comment exprimer le problème de manière récursive.